Bonjour à tous, donc aujourd'hui juste un petit cours d'automatique, un petit cours d'introduction avec les définitions de base à connaître pour aller plus loin par la suite. Donc le premier point, c'est qu'il ne faut pas confondre en fait automatique et automatisme. Donc pour ça je vous ai mis deux systèmes différents et je vous demande en fait de faire un petit test, de savoir si vous allez déterminer lequel fait partie de l'automatique et lequel fait plutôt appel à l'automatisme. Donc le premier système ici, c'est un système Kubli. Donc c'est un cube avec à l'intérieur des moteurs et des roues d'inertie. Donc en faisant varier la vitesse de rotation de ces moteurs et donc de ces roues, ça va créer un couple qui va permettre de garder le Kubli en équilibre. Donc ici on voit qu'on vient perturber ce système, le Kubli, et on voit qu'il réagit plutôt pas mal. Donc on arrive non seulement à le faire tenir en équilibre, mais aussi par exemple à le faire tourner un petit peu sur soi-même, ou à le faire se renverser, des choses comme ça. Donc un premier petit système assez bien fait, assez évolué quand même pour cette première définition. Ensuite on a un deuxième système qui est un petit peu plus on va dire basique, qui s'appelle la useless box. Donc la useless box, donc la boîte qui sert à rien en français, c'est une boîte avec un interrupteur qui, quand on vient appuyer l'interrupteur, remet l'interrupteur en position. Donc voilà, donc si vous voulez, vous pouvez faire pause là, réfléchir 2 minutes, à votre avis, lequel fait de l'automatique et lequel fait de l'automatisme. Et puis je vais vous donner quelques indices juste après. Donc je vais passer à la suite. Petite définition, donc sur l'automatique. L'automatique, donc c'est une science qui va traiter de la modélisation, de l'analyse, de l'identification, de la commande des systèmes dynamiques. Elle a pour fondement théorique les maths, la théorie du signal et l'informatique théorique. Et l'automatique permet de contrôler un système en respectant un cahier des charges. Un cahier des charges qui va spécifier une rapidité, un dépassement, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin que ce qu'on demande et puis revenir après, une stabilité, etc. Donc là, cette définition, je ne l'ai pas inventée, elle vient tout simplement de Wikipédia. Et Wikipédia a aussi donné une définition de l'automatisme. Donc l'automatisme, c'est en fait, ça traite des sous-ensembles de machines qui sont destinées à remplacer l'être humain dans des tâches en général simples et répétitives. Alors des tâches simples, mais qui en fait généralement réclament une certaine précision et une certaine rigueur. Faire 15 000 fois la même chose au millimètre près, ça c'est plutôt de l'automatisme. Alors après il y a des systèmes qui mélangent un peu automatique et automatisme, mais revenons à nos deux systèmes ici. Donc dans le cadre ici, en fait, le Kubli, où on va, donc là un premier mot d'automatique, asservir son orientation. Donc il faut le modéliser, il faut mettre des équations, il faut dire qu'on veut qu'il tienne sur une arête ou sur un sommet. Ça c'est de l'automatique. De l'automatisme ici, plutôt la useless box, il y a un événement qui se passe, je code, je décris le comportement que doit avoir le système. Donc quand l'interrupteur il est en position 1, j'actionne le cerveau pour qu'il rebalance en position. Globalement, tout ce qui a accès à l'automatisme, c'est par exemple tout ce qui est graph set, etc. Un autre exemple, un petit peu plus proche de votre vie de tous les jours, quand vous prenez votre douche, alors là le monsieur il est habillé, mais d'habitude il n'est pas habillé quand on prend la douche évidemment. Quand vous prenez votre douche et que vous voulez avoir l'eau à une température souhaitée, donc vous avez la vanne, vous avez l'eau chaude, l'eau froide qui arrive. Vous, en tant qu'humain, vous avez une action sur le ou les robinets. Et vous allez modifier ça de telle manière à ce que vous ayez la température que vous souhaitez avoir ici. Donc tout ça, ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Un asservissement, donc vous allez, en tant qu'humain, en tant que correcteur en automatique, agir sur cette vanne pour avoir la température de l'eau que vous voulez. Donc c'est aussi un exemple d'automatique. Maintenant quelques petites définitions un peu plus on va dire générales. Alors le principe de causalité. Alors le principe de causalité, il est énoncé de la manière suivante, c'est l'effet succède toujours à la cause. Ça peut paraître simple, ça peut paraître évident, quand on commence à rentrer dans les équations et qu'on se trouve quelque chose de non causal, c'est-à-dire quelque chose en gros qui a anticipé le futur, qui a réagi avant un événement qui n'est pas encore arrivé, on peut se dire que nos calculs sont complètement faux. Donc ça c'est le premier principe. Il y a d'abord l'effet et après il y a la cause qui arrive. Ça c'est la causalité. Si la cause arrive avant l'effet,
et ben en fait vous pouvez breveter, vous avez inventé le voyage dans le temps. Un système. Qu'est-ce que c'est un système? En fait, un système, ça peut être décrit comme un opérateur qui va faire correspondre des réponses à des sollicitations. Donc l'entrée d'un système, c'est les sollicitations. Ça peut être de plusieurs sortes. Bon, en électrique, en général, par exemple, si vous avez un moteur, ça va être la tension ou le courant dans le moteur. Et la réponse, ça va être la vitesse de rotation du moteur ou alors sa position angulaire. Donc ça, c'est la définition générale d'un système. Donc là, tout ce qu'on a appelé sollicitation et réponse avant, en fait, en général, c'est des signaux temporels. Et tout signal, toute sollicitation ou toute réponse, on va la considérer comme un signal. Donc E de t ici l'entrée du système, S de t la sortie. On peut changer les noms, il n'y a pas un problème. Et voilà, un signal, c'est soit une sollicitation, soit une réponse, qui peut être à l'entrée ou à la sortie d'un système. Un même signal peut sortir d'un système et entrer dans un autre système. C'est pas gênant. Donc, ce qui est une sollicitation, c'est l'entrée, ce qui est la réponse, c'est la sortie. Alors, un système déterministe maintenant. Qu'est-ce que c'est? Donc, un système déterministe, ça va être un système qui, partant du même état initial, si on met en partant toujours du même état, la même entrée, la même sollicitation, il aura toujours la même réponse. Ça, c'est le système déterministe. Donc, je suis dans tel état, je fais la même chose, j'obtiens toujours la même réponse. Après, voilà, il y a des systèmes qui ne sont pas déterministes, des systèmes dits stochastiques ou aléatoires, où en fonction d'un élément qu'on ne maîtrise pas, ou alors d'un état qui peut être mal défini, je pars d'un état, je mets deux fois la même réponse, la même sollicitation, pardon, et je peux obtenir deux réponses différentes. Donc ici, dans le cadre d'introduction à l'automatique, on va se baser sur des systèmes déterministes. Systèmes stochastiques sont un petit peu plus compliqués. Donc ensuite, il y a plusieurs types de systèmes. Il y a des systèmes où vous avez seulement une entrée, une sortie, alors ce qu'on appelle des systèmes CISO, donc pour en anglais Single Input, Single Output. Et après, vous avez des systèmes MIMO où vous pouvez avoir plusieurs entrées pour plusieurs sorties. Donc MIMO, Multiple Input, Multiple Output. Alors vous pouvez avoir des systèmes avec une seule sortie, plusieurs entrées, ou une seule entrée, plusieurs sorties. Ça, c'est pas gênant. Mais voilà. Toujours pareil ici, dans le cadre de cette introduction, ces cours de base en automatique, on va s'intéresser uniquement au système CISO. Maintenant, qu'est-ce qu'un système linéaire? Donc, en fait, si on considère une sollicitation, une entrée, de type une somme pondérée d'entrée, on va dire, de base, entrée basique, le système, il va être linéaire si la sortie, c'est la somme pondérée, avec les mêmes coefficients, de la réponse correspondant à chaque entrée de base. Donc si l'entrée S1 correspond à la réponse, la sortie S1 correspond à la réponse du système quand on met E1, si je mets alpha 1 fois E1, et la sortie du système ça va être alpha 1 fois S1. Pareil pour la somme. Donc un système, voilà, c'est ça un système linéaire. En gros, si je mets deux fois en amplitude deux fois l'entrée, en sortie je vais avoir en amplitude deux fois la sortie initiale. Voilà, un système linéaire aussi, mais mathématiquement, comme on le reconnaît, c'est qu'il peut être décrit par une équation différentielle à coefficient constant, d'ordre 1, 2, 3, d'ordre infini, d'ordre assez grand. Mais voilà, c'est toujours avec des coefficients constants. Et un système non linéaire, c'est un système qui n'est pas linéaire, c'est facile, vous allez me dire, qui peut être défini, qui ne peut pas être défini par une équadif à coefficient constant. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'ordre d'un système? Donc, les systèmes linéaires, je viens de vous le dire, sont régis par des équations différentielles à coefficient constant. Donc, on va avoir la sortie ici, avec la dérivée par rapport au temps première, énième, n-1 de cette sortie-là, qu'on va pouvoir relier par une équation qui va relier l'entrée à, pareil aussi, avec ses dérivées. Et donc tout ça, ça va nous donner une grosse équation différentielle. Alors, dans certains cas, elle est très simple, dans certains cas, elle peut être un peu plus longue. Ça nous donne une équation différentielle. Et en fait, ce qu'on appelle l'ordre d'un système, ça va être la valeur maximale entre la dérivée la plus importante sur la sortie, la dérivée la plus importante sur l'entrée. C'est ça qu'on appelle l'ordre d'un système.
Alors, quelques petites définitions maintenant. Ce qu'on appelle un modèle. Qu'est-ce que c'est un modèle? Parce que maintenant j'ai un système, c'est bien, mais le système il est là, il est physiquement là, il faut un modèle pour pouvoir faire des choses dessus. Donc en fait un modèle ça va être une représentation d'un système qui va permettre d'approximer son comportement. On ne peut jamais décrire très fidèlement un système, on va toujours l'approximer. Et c'est-à-dire on va essayer de relier le comportement des signaux de sortie en fonction de ceux d'entrée. Donc pour ça il y a plusieurs méthodes en fait. Soit on connaît l'équation différentielle, donc on a regardé les lois de la physique, la thermodynamique, etc. On a écrit une équation différentielle, donc elle va modéliser notre système. Cette équation différentielle, on verra un petit peu plus tard, on peut en déduire ce qu'on appelle une fonction de transfert ou une représentation d'état. Donc représentation d'état, on ne le verra pas tout de suite, mais sachez, voilà, ça existe aussi, la notion de représentation d'état. Donc ces trois choses-là, en fait, permettent de modéliser un système et on peut assez facilement passer de l'une à l'autre d'ailleurs sans aucun problème. Alors par contre il faut faire attention, le modèle généralement il est associé à un domaine de représentation. Concrètement l'équation différentielle c'est dans le domaine temporel. C'est en fonction du temps, on a du t dans les équations. On peut avoir passer dans un autre domaine notamment pour la fonction de transfert, dans le domaine de la place ou dans le domaine discret, alors certains disent en z, les Américains, enfin les anglo-saxons disent en Q, mais bon, j'ai appelé ça le domaine discret. Donc soit dans le domaine de la place ou dans le domaine discret, mais on peut aussi l'avoir dans le domaine fréquentiel. Le système, on peut définir comment il va réagir à certaines fréquences par rapport à d'autres, et de cela en déduire des choses qu'on verra un petit peu plus tard. Donc là c'est pareil, tous ces trois domaines-là en fait sont liés, parce qu'on a toujours le même système qui réagit pareil. On a juste trois domaines, trois espaces, je dirais entre guillemets, qui permettent de définir son comportement. Alors après, on a comment obtenir ce modèle, que ce soit équation différentielle, fonction de transfert ou même dans quel domaine de représentation. On a ce qu'on peut appeler un modèle de connaissance. C'est-à-dire d'après les lois de la physique, on prend les lois de la physique, on va descendre le plus bas possible et puis on prend les lois, on monte, on construit notre modèle comme ça et on va avoir une équation différentielle, une fonction de transfert ou une représentation d'état. Alors dans certains cas, c'est assez difficile d'avoir ce modèle de connaissance. Alors peut-être qu'on peut avoir la forme, mais les valeurs numériques, c'est pas sûr que ce soit facile à avoir. Donc en fait, on va pouvoir souvent faire appel à un modèle qu'on appelle le modèle identifié, c'est-à-dire on va faire un essai. Alors il y a des essais standards qui vont vous permettre de définir, par exemple, l'ordre du système, les coefficients de sa fonction de transfert, etc. Alors, un petit point qui peut être un peu déroutant, mais on va clarifier ça tout de suite. C'est un même système, en fait, il peut mener à plusieurs modèles. Cela va dépendre en fait des entrées et des sorties qu'on considère et ce qu'on veut faire de ce système. Si je prends un exemple tout simple, je prends une voiture électrique, je peux considérer que ce qui m'intéresse, c'est la vitesse du véhicule en fonction de la position que je vais mettre sur la pédale d'accélérateur. On peut très bien faire ça. Donc notre système ici va nous donner un modèle avec en entrée la position de la pédale d'accélérateur et en sortie la vitesse. Peut-être que c'est pas ce qui vous intéresse dans votre cas. Peut-être que ce qui vous intéresse, si vous voulez plus étudier certaines choses, c'est par exemple quelle sera la vitesse du véhicule en fonction de la vitesse du régulateur. C'est toujours le même système, c'est toujours une voiture, mais vous allez avoir des équations, un modèle différent parce que l'entrée ici n'est pas pareille. Un autre exemple, ça peut être la consommation qui va être exprimée en fonction de la vitesse du véhicule. Si je veux consommer le moins possible, il y aura sûrement des choses à faire sur la vitesse. Ou la consommation qui peut être réglée au réglage de la clim. Donc, si je veux faire ménager un peu la chèvre et le chou, aller à tel endroit autant de temps en consommant le moins possible et en n'ayant pas trop chaud, donc il me faut un peu toutes ces infos là. Et après, comme je l'ai dit, on peut avoir la consommation en fonction du réglage de la clim et de la vitesse du véhicule, etc. Donc ça, c'est pas sûr. Voilà, donc c'est tout sur cette première vidéo